Donc, toutes mes données sont issues de certains sites Internet, mais surtout de rapports et de rapports internationaux, notamment le BP Statistical Review, qui est un rapport qui sort chaque année. Donc là, j'ai fait avec celui de l'an dernier. Celui de cette année, je crois, est sorti hier. Donc, il faut que j'actualise mes chiffres, mais ce n'est pas encore fait. En tout cas, toutes mes données sont issues de rapports internationaux et le but de ce cours est en fait non pas de vous dire ce qu'il faut penser, encore moins de vous dire ce qui va se passer à l'avenir parce que j'en sais rien du tout. Le but est surtout de vous présenter ou de vous faire un état des lieux des données sur l'énergie pour que vous ayez ensuite, vous, les connaissances afin de comprendre les débats dont on entend beaucoup parler. Parce que je me suis rendu compte que vous êtes dans l'enseignement supérieur, or, vous risquez de sortir de l'enseignement supérieur sans avoir eu de cours sur le problème énergétique, alors qu'on en entend partout parler, et que vous allez forcément être amené à faire des choix dans votre vie, que ce soit dans votre vie privée ou aussi dans votre vie professionnelle. Et donc, c'est quand même important d'avoir quelques notions là-dessus. Donc, le but est en fait de vous donner des pistes pour pouvoir réfléchir par vous-même. N'hésitez pas à prendre des notes, notamment quand je vous parle d'une donnée ou d'une personne qui est référente dans son domaine, pour qu'ensuite vous ayez, vous, des billes pour faire vos recherches vous-même et puis essayer d'avoir de plus d'informations. Alors après, il y a des trucs intéressants, par exemple la chaîne YouTube Le Réveilleur, qui est vraiment intéressante sur les problèmes énergétiques. Et pour terminer avec cette rapide intro, je me suis beaucoup servi d'un cours qui est disponible en ligne, qui est un cours de Jean-Marc Jancovici, qui dure en fait 20 heures. Donc, c'est un ingénieur qui fait un cours à Mines ParisTech. Vous pouvez le retrouver sur YouTube. Là, je vous ai mis le lien. Par contre, c'est un cours qui dure 20 heures. Et je me suis dit que si je me contentais simplement de dire à mes étudiants, allez voir le cours et qu'il fait 20 heures, personne n'y serait allé. Donc, je me suis dit que j'allais peut-être plutôt, moi, vous proposer quelque chose, sachant que ce n'est pas tout à fait la même chose que ce qu'il nous raconte. Et puis, c'est plus condensé et plus court. Voilà. Donc, de quoi est-ce qu'on va parler? D'énergie. Et on commencera aujourd'hui par ça. Avant de voir d'où vient l'énergie, ce qui serait intéressant, c'est de savoir à quoi elle correspond. Et donc, comme je le disais au début, vous avez des notions, puisque vous avez eu mon cours de thermo. Donc, normalement, vous avez déjà des billes. On parlera ensuite de pétrole, d'où il vient, combien il en reste, que signifie la notion de pic pétrolier. On verra si on fera un peu d'économie, si j'ai le temps. Puis ensuite, on parlera d'énergie renouvelable et enfin de nucléaire. Il manque un truc sur l'hydrogène. Bon, ça, j'aimerais le rajouter, mais je suis encore en train de me documenter dessus. Donc, il n'y a pas de partie sur l'hydrogène. Mais si jamais vous avez des questions, vous pourrez me les poser aussi. Je pourrais peut-être y répondre. D'ailleurs, vous risquez aussi de me poser des questions auxquelles je ne saurais pas répondre. Voilà, ça aussi, c'est possible parce que on va voir quand même des choses assez techniques et je n'ai pas réponse à tout. Bon, on y va. Alors d'abord, je vous disais que je vais vous montrer plein de chiffres, plein de graphiques. Et puisqu'on fait des sciences, alors même si ce cours va être plutôt, il n'y a pas de formule, c'est plutôt de la culture générale, donc normalement tout le monde devrait suivre. En sciences, on compare des données et très souvent, les gens ne font pas la différence plutôt entre la notion de corrélation et la notion de cause à effet. Là, je vais vous abreuver de chiffres, de nombres, de graphiques. On va comparer les données entre elles. Mais même si des données se ressemblent, ça ne veut pas dire qu'il y a une relation de cause à effet. Et alors, pour illustrer ça, deux exemples ici. Vous pouvez voir à gauche un graphique qui, en bleu, représente le nombre de tornades par année aux États-Unis et en rouge ou orange, la quantité de cannabis qui est saisie en France par tonne. En tonnes et par année aussi. Et vous pouvez voir que les deux sont corrélés. Maintenant, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une relation de cause à effet? Je ne suis pas certain que quand il y a plus de tornades aux États-Unis, on saisit plus de cannabis en France. Autre exemple à droite ici, vous pouvez voir en bleu le nombre de nouveau-nés prénommés Lucien en France et l'indice des prix des semences en orange, prix des semences de maïs, toujours en France.
vous pouvez voir que ces données sont corrélées. Maintenant, je ne suis pas sûr que le cours du maïs en France suive le nombre de nouveau-nés prénommés Lucien en France. Et donc ici, vous pouvez voir que nous avons des données qui sont corrélées. Par contre, il n'y a aucune relation de cause à effet entre les deux. Le problème, c'est que quand on compare des données sur des grandeurs qui sont dans le même domaine, on va très vite faire le pas en disant, ben voilà, ce n'est pas de la corrélation, c'est une relation de cause à effet. Ce n'est pas la même chose. Donc, on va montrer des relations de corrélation durant ce cours. Par contre, pour dire qu'il y a une relation de cause à effet, c'est beaucoup plus complexe. Et d'une manière très générale, quand on fait de la science et quand on veut interpréter des résultats de manip, on peut dire qu'il y a une corrélation, mais aller montrer une relation de cause à effet, c'est très difficile. Voilà. Donc, énergie. Nous allons commencer aujourd'hui par voir ce qu'est l'énergie, ce que l'on en fait, et je parlerai toujours d'utilisation beaucoup plus que de consommation. On verra pourquoi je n'aime pas trop parler de consommation ou de production d'énergie. Puis on verra à quoi nous sert l'énergie. Alors, je ne suis pas sûr qu'on ait le temps de faire toute cette première partie aujourd'hui, mais on va quand même démarrer. Ce que l'on va faire aujourd'hui, c'est peut-être pas le plus intéressant ou c'est peut-être pas là où vous allez apprendre le plus de choses, mais je pense qu'il faut quand même commencer par ça pour être sûr qu'on fixe bien les données du problème. Alors, pour démarrer, hop, hop, quelques questions. Vous pouvez prendre Wooclap. Parti. Donc, soit vous vous étiez connecté, sinon vous pouvez vous connecter, soit sur Internet avec le lien que vous avez là. Je peux le mettre dans la discussion si vous êtes sur votre PC, ou sinon avec le flashcode. Hop là. Bon, j'attends que tout le monde soit connecté. 18, 19, je ne sais pas combien on est, une trentaine. Bon, et pour les autres, vous avez dans la discussion. Alors, normalement, c'est des choses que vous savez. Hop. Et normalement, vous devriez voir les réponses, les questions qui apparaissent sur votre téléphone. Alors, si on parle d'énergie, à votre avis, l'énergie, ça date dans l'histoire de l'humanité d'à peu près quelle époque? Selon vous, l'énergie ou le concept d'énergie, il est apparu à peu près à quelle époque de l'histoire de l'humanité? Donc, la préhistoire, l'Antiquité, le Moyen-Âge, les Lumières ou l'époque contemporaine. Est-ce que c'est un concept qui est très récent ou est-ce que c'est un concept qui est beaucoup plus vieux? Du coup, on peut voir vos réponses au fur et à mesure. Alors, normalement, vous avez la réponse, puisque je vous rappelle que cette question, je l'ai posée dans le cours de thermo. La réponse, c'est l'époque contemporaine. En fait, comme on va le revoir juste après, la notion d'énergie a été définie clairement en 1887. Et donc, ce n'est pas quelque chose qui est inné et que l'homme a toujours connu. C'est quelque chose qui a mis longtemps à émerger. Pourtant, ça fait partie de notre quotidien. On a l'impression que l'énergie, tout le monde sait ce que c'est. Or, ce n'est pas forcément le cas. D'ailleurs, si je vous dis énergie, quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit? Bon, alors là aussi, puisque vous avez eu mon cours de thermo, normalement, vous devriez avoir quelques notions. Chaleur. Alors, on me dit chaleur, conservation, puissance, vitesse, fossile. Et en fait, ce que l'on peut voir, c'est quand même assez intéressant, c'est que quand on dit le mot énergie à quelqu'un, tout le monde le comprend d'une manière différente. Ce qui est quand même assez embêtant. Donc, radio, ok. Et puis, plus le mot est gros, plus ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont mis ce mot-là. Donc, tout le monde le comprend un petit peu de manière différente, ce qui est gênant. Si vous vous posez quelques secondes et que vous réfléchissez,
comme ça. Alors, la réponse est juste oui ou non. Est-ce que vous pensez savoir ce que c'est l'énergie? Oui ou non? Monsieur, on ne voit pas Oui. votre écran pour le questionnaire. Ah ouais? Alors, Ouais. attends. Hop. Exact. Ah ouais, j'étais toujours sur mon diapo. Merci. C'est bon, là? Oui, c'est bon. OK, merci. Alors, qui pense savoir ce que c'est l'énergie? Alors là, peut-être que vous ne savez pas, mais est-ce que vous imaginez savoir ce que c'est? Et je suis sûr que si on me pose la question à beaucoup de personnes pensent savoir ce que c'est, mais on va voir que ce n'est pas le cas. En tout cas, la définition, elle n'est pas si évidente que ça. Je reviens sur l'écran avant, alors, quand je vous disais quel mot vous pensez. Donc, beaucoup disent chaleur, puissance, conservation, électrique. Effectivement, on associe beaucoup l'énergie à l'électricité. Et puis, dernière question avant de démarrer. Si vous pensez savoir ce que c'est l'énergie, si vous prenez quelques secondes de réflexion, est-ce que vous pensez que vous êtes capable, en quelques mots, en quelques instants, d'expliquer à un enfant de 10 ans ce que c'est que l'énergie? C'est un bon moyen de savoir si vous si vous savez ce que c'est. Et si votre réponse est non, c'est embêtant. Et en général, la réponse est non, parce que quand on demande à quelqu'un s'il sait ce que c'est que l'énergie, il dit oui, mais quand on lui demande de l'expliquer, il ne sait plus. Et c'est très souvent le cas de nos responsables politiques qui doivent prendre des décisions justement sur notre avenir énergétique. Ça, on y reviendra par la suite, assez souvent. Bien, je reviens sur mon diapo. Donc l'énergie, alors je vais un peu vous rappeler ce que c'est quand même si on l'a vu en cours, en amphi, au premier semestre. La notion d'énergie, en fait, elle a été établie au cours du 19e siècle. La première apparition du mot énergie, c'est en 1717, c'est dans une lettre de Jean Bernoulli, qui était un physicien français. Il fait apparaître le mot énergie pour parler en fait de travail mécanique. Mais ensuite, le mot est un petit peu oublié et il réapparaît à peu près en 1850. Alors en fait, rapidement, comment est apparu le concept d'énergie? Au cours du 19e siècle, les physiciens ou les ingénieurs qui ont travaillé sur les machines à vapeur, et donc sur ce qu'on va appeler plus tard la thermodynamique, ont en fait cherché une chose, c'est ce qu'on appelle un invariant. L'énergie émerge de la recherche d'un invariant en physique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un invariant? Ça veut dire qu'on cherche une grandeur qui est constante, qui ne change pas. Et si on arrive à établir une grandeur qui ne change pas, qui est constante, ça veut dire qu'on va pouvoir faire des bilans. Si on a un système qui se transforme, et ce système se transformant, s'il contient une grandeur qui est constante, on ne peut pas en créer, on ne peut pas en détruire, ça veut dire qu'on va pouvoir faire des bilans. Si à la fin de la transformation, le système en contient moins de ce truc-là, ça veut dire qu'il l'a donné à l'extérieur. S'il en contient plus, il l'a reçu. Et donc, tout au long du 19e siècle, la réflexion des physiciens et des ingénieurs est uniquement celle-ci. Qu'est-ce qu'on peut établir comme grandeur qui se conserve, comme invariant, ce qui va nous permettre de faire des bilans. Et c'est ce truc-là, à la fin, qu'on appelle une énergie. L'énergie, c'est à la base un truc hyper abstrait qui n'est là et qui ne se définit uniquement par le fait, qu'elle se conserve. Et si vous devez retenir un truc sur l'énergie, c'est uniquement celui-là. L'énergie, on ne peut pas en créer et on ne peut pas en détruire. Il y en a toujours, tout le temps, la même quantité dans tout l'univers. Il y en a tout le temps pareil. Pourquoi il y en a tout le temps pareil? Parce qu'en fait, c'est de cette manière qu'on a établi cette grandeur. C'est sa propriété fondamentale. Elle peut être échangée, cette énergie, et elle peut être transférée sous différentes formes. Donc, quand un système se transforme, il va échanger de l'énergie avec ce qui l'entoure, et il peut l'échanger sous différentes formes. Donc, on va y revenir après. Et c'est tout ce qu'on peut dire de la définition de l'énergie. Ce qui a poussé un physicien américain, qui est un des plus grands physiciens du XXe siècle, qui s'appelle Richard Feynman, ce qui l'a poussé à dire qu'en fait, ce qu'on sait sur l'énergie,
Mais c'est qu'on n'en sait absolument rien. Si on veut expliquer correctement ce que c'est que l'énergie, on a beaucoup de difficultés parce qu'en fait, le seul truc qu'on sait, c'est que ça se conserve. Et c'est à peu près tout. Donc, il faut absolument que vous reteniez ça. Mais vous avez eu quelques cours de thermo ou de physique, donc vous faites partie, on va dire, de la très faible part de la population qui sait ce que c'est que l'énergie. Maintenant, si on regarde la grande majorité des gens qui nous entourent et qui n'ont pas fait d'études scientifiques et peut-être pas de physique et peut-être pas de thermo, si jamais ils veulent savoir ce que c'est que l'énergie, alors qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, on va lire ce qui est écrit dans le dictionnaire, c'est le plus simple. Alors, qu'est-ce qui est écrit dans le dictionnaire? Pour quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est que l'énergie, mais qui veut commencer à y réfléchir, il ouvre le Larousse et la première définition qu'il trouve pour l'énergie, c'est la force morale, qui n'a absolument rien à voir avec la notion de conservation. Exemple, il lui a fallu beaucoup d'énergie pour imposer ce projet. Ça n'a rien à voir avec l'énergie. Deuxième définition, vigueur dans la manière de s'exprimer, un discours plein d'énergie. Aucun rapport avec ce qu'on est en train de dire. La troisième définition, elle est encore pire. Énergie, on nous dit force physique, ce qui veut dire que dans la troisième définition, on fait la confusion entre énergie et force, deux concepts physiques qui n'ont rien à voir. C'est comme si on disait que des patates et des carottes, c'est la même chose. Donc, c'est encore pire. Ces enfants débordent d'énergie. La vraie définition de l'énergie, elle arrive en quatrième position. En physique, ce qui est quand même à la base, grandeur mesurant la capacité d'un système à modifier l'état d'autres systèmes avec lesquels il entre en interaction. L'unité, c'est le joule. Et si on veut comprendre ce que c'est, pas d'exemple. Donc, en fait, la vraie définition, elle arrive en quatrième position et en plus, il n'y a pas d'exemple. Du coup, c'est parfait pour que personne n'y comprenne rien. Autre chose intéressante, si on veut savoir ce que c'est que l'énergie, on peut aller voir ce qui est écrit sur Wikipédia. Alors là, c'est encore mieux. Si on regarde ce qui est écrit sur Wikipédia, bon, je ne vais pas vous lire le truc en entier, mais Wikipédia nous dit « Le sens premier est celui d'une vertu morale ». Je ne sais pas ce que ça veut dire. En tout cas, ça n'a rien à voir avec la physique. Et alors, encore mieux, c'est ce que j'ai mis en gras. Wikipédia nous dit « L'énergie est aussi étudiée en physique, effectivement, pour évoquer la production, la distribution et la consommation d'énergie. » Donc, définition de Wikipédia, l'énergie est étudiée en physique pour expliquer ce que c'est que l'énergie. Alors là, on a tout compris. On est bon. Donc, personne ne sait ce que c'est que l'énergie. Et, à mon sens, c'est vraiment très embêtant parce qu'on est devant un problème mondial énergétique, mais il n'y a pas 1% de la population qui comprend ce que c'est. Et nos décideurs politiques, à mon avis, je ne suis pas sûr qu'Emmanuel Macron, alors Angela Merkel, si, parce que c'est une chimiste, mais Emmanuel Macron, je ne suis pas sûr qu'à l'ENA, il ait eu des cours de thermodynamique. Donc, c'est embêtant. Alors, au final, qu'est-ce que vous devez retenir sur la notion d'énergie si vous voulez comprendre ce que c'est? Donc ça, je vous l'ai déjà dit aussi dans un cours thermo. L'énergie, vous pouvez considérer ça comme une monnaie d'échange. C'est en fait la monnaie qui va permettre à un système de se transformer. Et s'il se transforme, il va payer. C'est une monnaie qui mesure la transformation d'un système physique. Et tout ce qui est autour de nous est de la transformation d'un système physique. Je bouge mon bras, je transforme le système parce que j'arrive à soulever mon bras, je paie de l'énergie. Tous les phénomènes qui sont autour de nous sont en fait des transferts d'énergie parce qu'on a des transformations de système. Et la propriété principale de l'énergie, c'est qu'elle se conserve. Ça veut dire qu'à la fin de la transformation du système, il y a toujours autant d'énergie qu'au début. Seulement, elle n'est pas forcément au même endroit et elle n'est pas forcément sous la même forme. C'est un petit peu, toujours cette analogie avec l'argent, c'est un petit peu comme si on disait que avec l'argent, on peut payer en liquide, par carte bancaire, par PayPal, par chèque. Eh bien, on peut payer de l'énergie par lumière, par chaleur, par énergie magnétique, par électricité. Donc, en fait, il y a plein de manières d'échanger de l'énergie avec ce qui nous entoure, de la même manière qu'il y a plein de manières de payer quand on achète quelque chose. Donc, si vous devez voir l'énergie, essayez de le voir comme une monnaie d'échange. À la grosse différence, c'est qu'en économie, de la monnaie, on peut en créer. Et donc, on le voit d'ailleurs depuis un an avec la crise du Covid. La Banque centrale européenne, par exemple, elle peut modifier les taux, elle peut injecter de l'argent, les cours varient, et donc, en fait, on peut créer de l'argent. Et on peut en faire disparaître aussi, d'ailleurs.
La banque centrale de l'univers, elle n'existe pas. Et donc, de l'énergie, c'est sûr, on ne pourra jamais en créer. On peut simplement la déplacer ou la faire changer d'état, enfin de forme. Donc, voilà ce que vous devez absolument retenir sur l'énergie. Et donc, si on revient à notre problème énergétique, si jamais l'énergie en a toujours la même quantité, alors il n'y a pas de problème, parce que ça veut dire que s'il y en a toujours autant, on peut toujours l'utiliser. Mais la réponse est non. Le problème, c'est qu'en fait, toutes les formes d'énergie ne se valent pas. Il y a certaines formes qui sont plus facilement utilisables que d'autres. Et très souvent, quand on utilise de l'énergie pour transformer un système, pour se déplacer en voiture par exemple, on dégrade son état, et donc à la fin, elle est dans un état qui fait qu'on ne peut plus l'utiliser. Donc toutes les formes d'énergie ne se valent pas, et c'est là qu'il y a un problème. Plus on va utiliser de l'énergie, plus on va la dégrader, plus rapidement on l'utilise, plus rapidement on la dégrade, et de moins en moins on en a sous une forme qu'on peut utiliser. Je vous avais montré cette vidéo, je crois, mais je vous la remontre quand même, parce que peut-être que lui en parle mieux que moi. Donc, Étienne Clair est un physicien français. Il a une émission sur France Culture tous les samedis qui s'appelle La conversation scientifique. Et je trouve que ce qu'il dit de l'énergie est plutôt pas mal. Donc, je vous le reprojette, si j'y arrive, en espérant que vous puissiez le voir et que ça marche avec. Monsieur, personnellement, j'entends pas. Okay. Alors, du coup, la vidéo, je vous la remettrai. De toute façon, je vous l'avais déjà montré en cours et puis je vous renverrai le lien. Voilà, c'est mieux. Ouais, je vous renverrai le lien, comme ça vous pourrez la regarder. Et parce que je trouve que ce qu'il dit de l'énergie est plutôt pas mal. Bien. Alors, on oublie cette vidéo-là. C'est pas grave. Bon, ceci étant dit sur l'énergie, on va peut-être rentrer un peu plus dans le vif du sujet. D'un point de vue énergétique, si on sait ce que c'est que l'énergie, alors à quoi se résume le monde? Le monde se résume en fait en l'utilisation de ce qu'on va appeler des convertisseurs d'énergie, ou autrement dit des machines. Qu'est-ce que c'est le monde d'un point de vue énergétique? C'est de l'énergie qui est stockée naturellement sous une certaine forme, et cette énergie est ensuite envoyée dans un convertisseur. Ce convertisseur va modifier, va utiliser cette énergie pour nous, êtres humains, uniquement sous forme de pour créer trois choses. Soit on veut se déplacer, soit on veut éclairer, soit on veut chauffer. Si vous regardez tout ce qui nous entoure, c'est la seule chose que l'on fait. Déplacer, ça veut dire même un moteur pour déplacer des choses. Éclairer, même mon ordinateur, en fait, c'est un écran qui envoie de la lumière. Donc, en fait, mon ordinateur, moi, j'en récupère quoi? De la lumière. Et puis chauffer. C'est les trois seules choses que l'on veut faire. Et d'un point de vue énergétique, le monde se résume à ça, des convertisseurs qui vont convertir une forme d'énergie en une autre. Un être humain, c'est un convertisseur. C'est un convertisseur qui va transformer de l'énergie chimique qui est présente dans nos aliments, on mange, et à la sortie, on en fait quoi de cette énergie? On en fait deux choses. On veut se déplacer, on bouge, et on veut aussi en faire de la chaleur, on veut maintenir notre température à 37 degrés. Et un être humain est un convertisseur énergétique d'énergie chimique en énergie mécanique ou thermique. Quelque chose qui permet de se déplacer, une voiture ou un tracteur, c'est un convertisseur qui va convertir de l'énergie chimique qui est contenue dans le pétrole pour en faire de l'énergie mécanique. Une chaudière à gaz, c'est quelque chose qui va utiliser l'énergie chimique qui est contenue dans les molécules de gaz et qui va en faire de la chaleur. Une centrale électrique à charbon, l'énergie dans le charbon, on en fait de l'électricité. Mais en fait, de l'électricité, qu'est-ce que c'est? C'est des électrons qui se déplacent dans un fil. C'est donc en fait du déplacement. Eau, barrage hydroélectrique, même chose. Vent, éolienne, même chose. Tout ce qui est autour de nous, ce sont des convertisseurs. Et plus on a de convertisseurs, plus on a besoin d'énergie pour les alimenter. Une voiture, c'est un gouffre à énergie. Alors, je vous disais qu'il y a plusieurs sortes d'énergie et il y en a certaines
qui sont plus intéressantes que d'autres parce qu'on va pouvoir les utiliser et d'autres qu'on ne va pas pouvoir utiliser. Donc, il y a des bonnes énergies et puis il y en a des moins bonnes. Puisqu'il y a de bonnes énergies dans le sens où on peut les utiliser. Hein. Je ne parle pas d'environnement ici. Qu'est-ce qu'une bonne énergie d'un point de vue utilisation? Alors, ici, vous avez les points positifs et puis ici, les points négatifs. Par exemple, ce qu'on aime bien, nous, dans les énergies que l'on utilise, c'est quand elles sont très concentrées et peu chères. Ce qui va être, par exemple, le cas de l'énergie chimique qui est dans le charbon, dans le gaz ou dans le pétrole. Les combustibles fossiles, ce sont des énergies, ou c'est de l'énergie qui est très condensée. Le problème de ces combustibles fossiles, c'est que leur réserve est limitée. Quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Et ça, on aura l'occasion d'en reparler. Ensuite, vous avez l'énergie nucléaire. Elle aussi, elle est très concentrée, elle est encore plus concentrée. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'elle est pilotable, tout comme le charbon, le gaz et le pétrole d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est qu'une énergie pilotable? Ça veut dire que c'est une énergie qu'on peut utiliser quand on en a envie. Et notre société repose sur l'utilisation d'énergie pilotable, c'est-à-dire on fait ce qu'on veut quand on veut. Et on ne fait pas ce qu'on veut quand il y a du vent, ce qui est très différent. Effectivement, certaines énergies renouvelables comme l'éolien ou le solaire, ce sont des énergies qui sont non pilotables. Et ça, c'est très embêtant. Non pilotable, ça veut dire je regarde Netflix s'il y a du vent ou s'il y a du soleil, ce qui veut dire que la nuit, je ne regarde pas Netflix. D'autres inconvénients vont être les risques associés aux énergies qu'on peut utiliser. Alors, évidemment, le nucléaire, il y a des risques technologiques. Dans toute la partie nucléaire qui viendra tout à la fin de ce cours, je vous expliquerai tous les risques encourus, notamment sur la gestion des déchets. On aura le temps de discuter de tout ça. Mais il n'y a pas que le nucléaire qui est dangereux. Par exemple, les barrages hydroélectriques détruisent aussi les écosystèmes et tuent des gens. Ça aussi, dans la partie énergie renouvelable sur l'hydroélectricité, on verra qu'un barrage hydroélectrique, ça peut tuer beaucoup, beaucoup de personnes. Alors qu'on n'en a pas forcément idée. Et donc, certaines aussi, comme l'éolien ou le solaire, ne sont pas pilotables. Et ça, c'est très embêtant. Alors, une chose, donc j'en parlerai quand même un petit peu, puisqu'on est dans une situation où il faut limiter nos gaz à effet de serre, eh bien, l'un des inconvénients de certaines énergies qui sont dans les combustibles fossiles, c'est l'émission de CO2. Alors ici, vous avez un graphique qui est, la source est l'ADEME, donc c'est l'agence environnementale française, on va dire, qui nous indique ici quelle est l'émission en grammes de CO2 par kilowattheure d'électricité produite en fonction de si on a une centrale à charbon, à fioul, à gaz, et ainsi de suite. Le pire du pire pour la production d'électricité d'un point de vue CO2, c'est le charbon. Et du charbon, il y en a plusieurs sortes en plus. Donc, toutes les valeurs que vous avez là sont des valeurs moyennes. Si vous faites vos recherches, vous trouverez des valeurs parfois un petit peu différentes, parce qu'ici, ce sont des valeurs moyennes issues de plusieurs études. Alors que, par exemple, l'hydraulique, donc l'hydroélectricité, les barrages électriques, c'est très peu émissif en CO2. Et donc, si un des critères que l'on prend en compte, c'est diminuer les émissions de CO2, eh bien, il faut plutôt être vers là, c'est-à-dire vers du nucléaire, de l'éolien ou de l'hydraulique, et surtout pas vers ici. Voilà. On aura aussi le temps d'en reparler, mais je précise ici que le nucléaire est peu émetteur de CO2, contrairement à ce que la majorité des Français pensent. Voilà. Alors, ça a d'autres problèmes, le nucléaire. Donc, au final, qu'est-ce qu'une bonne énergie? Ici, on a un graphique qui permet de comprendre assez facilement ce qui peut être une bonne énergie ou une mauvaise énergie. Pour nous, une énergie, on veut qu'elle soit le plus concentrée possible, c'est l'axe horizontal, et puis on veut qu'elle soit le plus facile à exploiter possible aussi, ça c'est l'axe vertical. Et quand on fait le bilan de ces deux facteurs, très concentré et facile à exploiter, eh bien en fait, ce qui est le plus concentré et le plus facile à exploiter, c'est le pétrole. Et donc, ce n'est pas pour rien que c'est la source d'énergie qu'on utilise le plus. Le nucléaire, c'est encore plus concentré. Par contre, c'est très compliqué à exploiter, ce qui explique que ça ne se développe pas très bien, ou en tout cas moins. L'hydraulique, ça, c'est assez facile à exploiter, mais c'est très peu concentré. Et alors, l'éolien et le solaire, c'est très peu concentré et c'est très difficile à exploiter.
Du coup, c'est compliqué. La source de ce graphique, c'est un MOOC ou une chaîne qui s'appelle Avenir Climatique et qui, en fait, donne des informations sur la transition énergétique et puis la transition climatique. Voilà, donc vous pouvez regarder ça. Mais il permet assez bien de comprendre et puis facilement pourquoi est-ce qu'on s'est beaucoup tourné jusqu'à maintenant vers le pétrole. Et donc, il faut passer de quelque chose qui est facile à exploiter et très concentré à quelque chose qui est très peu concentré et difficile à exploiter. Donc, ça va être compliqué. Pour savoir ensuite ce que c'est une bonne énergie, une grandeur ou une donnée qui est assez peu connue du grand public, qui s'appelle le taux de retour énergétique. Alors, le taux de retour énergétique, pour le comprendre, c'est en fait l'énergie qu'il nous faut investir pour pouvoir ensuite en récupérer une certaine quantité. Et donc, par exemple, si je parle en baril de pétrole, puisque en fait c'est l'unité que l'on utilise pour l'énergie, on le verra par la suite. Si par exemple, pour extraire dans la terre un baril de pétrole, il faut que je fournisse un baril de pétrole pour alimenter mes foreuses et puis mes pelleteuses et ainsi de suite, ça veut dire que si je dois en investir un et que j'en retire un, au final, le gain, c'est 0. Ça, c'est ce qu'on appelle le taux de retour énergétique. Et plus ce taux de retour énergétique est grand, eh bien, en fait, plus une énergie va être intéressante à exploiter. Donc ici, vous avez un graphique qui vous donne le taux d'énergie qui va être utilisable, donc ce taux de retour énergétique, et à partir de quel moment il devient économiquement viable. En fait, l'exploitation d'un stock d'énergie, sous une forme quelle qu'elle soit, va être intéressante si le taux de retour énergétique est de au minimum 7. Ça veut dire que quand je fournis 1, je récupère 7 en volume. Si jamais on passe cette barre, eh bien, ça devient économiquement très peu intéressant. Si on parle très rapidement du pétrole, on aura l'occasion d'en parler beaucoup plus longuement par la suite. Par exemple, sur les premiers puits de pétrole qui ont été ouverts dans les années 1860-1870, le taux de retour énergétique était d'à peu près 100. Ça veut dire qu'on investissait un baril de pétrole pour faire fonctionner les puits, on a récupéré 100. Actuellement, le taux de retour énergétique du pétrole non conventionnel, il est aux alentours de 10. Donc, beaucoup moins bon. Si on regarde ce taux de retour énergétique par type d'énergie, on va dire, eh bien, on se rend compte que, alors là aussi, les valeurs sont issues d'une étude qui est ici, qui est une compilation de plusieurs données. Voilà. Donc, vous trouverez des valeurs un petit peu différentes, mais grosso modo, c'est ça. Le solaire photovoltaïque, le taux de retour énergétique, c'est 4 pour le moment, donc en dessous de 7. Donc, pour le moment, ce n'est pas viable économiquement. Et si en plus, on rajoute le fait qu'il faille stocker, c'est 2. Le vent, c'est mieux. L'éolien, c'est 16. Et s'il faut stocker, ça tombe à 4. Le solar CSP, ça c'est le solaire à concentration. C'est les fours solaires en fait. C'est mieux. Donc les usines thermiques solaires. Gaz, pétrole, charbon, pardon, c'est mieux. L'hydroélectrique, c'est encore mieux. Et puis le meilleur, c'est le nucléaire. Donc pour le moment, on utilise ça. Et il va falloir passer à des énergies qui, pour le moment, sont là. Donc, ce n'est pas fait. Et pour le moment, certaines voies ne sont pas économiquement viables. C'est en cours, ça va le devenir. Ça le deviendra peut-être de plus en plus en développant les techniques. Mais pour le moment, ce n'est pas forcément viable économiquement. Donc, quand vous entendez parler de taux de retour énergétique, c'est ça que ça veut dire. Combien on doit investir combien on récupère quand on investit en énergie. Monsieur, Oui. le pétrole, il n'apparaît pas dans le Non, le pétrole, il n'apparaît pas parce que je vous en parlerai beaucoup plus longuement dans la partie sur le pétrole. D'accord. Donc, j'ai fait exprès de ne pas le mettre ici. Et parce que ça nous permettra de voir qu'en fait, quand on parle de pétrole, on parle de différents pétroles. Le pétrole, le gaz de roche-mère, ou le pétrole non conventionnel dû à des sables bitumineux, ou alors le pétrole dans les forages offshore en forte profondeur, n'ont pas tous le même taux de retour énergétique.
il y a une forte diversité dans le pétrole. Et ça, on le verra après, dans la partie sur le pétrole. Et puis, avant de passer à ce que l'on utilise, on va dire, et donc à des données mondiales, juste une brève partie sur les unités de mesure. L'unité de mesure dont on parle dans nos cours de physique, c'est le joule. Or, le joule n'est pas du tout adapté aux ordres de grandeur énergétique à l'échelle d'un pays ou du monde. Donc, c'est l'unité officielle en sciences, mais qui n'est jamais utilisée quand on va parler de données mondiales. Donc, par exemple, quand on brûle 1 gramme de méthane, on libère 55 kilojoules, donc 55 000 joules d'énergie sous forme de chaleur. 1 gramme de méthane. Donc, on imagine bien que quand on va en brûler des milliers et des milliers de tonnes, le joule n'est plus utilisé. Autre unité qui va être utilisée de manière courante, c'est la calorie. Donc, ici, c'est plutôt en diète, mais elle n'est pas non plus utilisée sur sur les utilisations mondiales d'énergie. On va beaucoup plus utiliser le kilowattheure que je vous ai défini dans le cours d'électricité. 1 kilowattheure, c'est 3,6 mégajoules. Et donc ici, ça c'est ma consommation en kilowattheure. Alors c'était en 2019. Donc la facture électrique, elle est en kilowattheure. Mais l'unité qu'on va beaucoup utiliser par la suite, c'est le TEP, le tonne équivalent pétrole. Tonne équivalent pétrole, c'est en fait l'énergie qui est contenue dans une tonne de pétrole si on le brûle et qui peut être dégagée sous forme de chaleur. 41,8 gigajoules, giga 10 puissance 9. Donc, évidemment, on va éviter d'utiliser les joules et on va parler de TEP, tonne équivalent pétrole, ou même de MTEP, mégatonne équivalent pétrole, ou de gigatep, gigatonne équivalent pétrole. Donc, quand vous verrez TEP, ça veut dire la chaleur qui peut être dégagée quand on brûle une tonne de pétrole. La consommation mondiale d'énergie primaire, on va voir ce que c'est que l'énergie primaire juste après, en 2018 était de 13,8 gigatep. Pour avoir des ordres de grandeur. Voilà. Et une dernière précision, quand on parle de données énergétiques, en fait, le problème, c'est que très souvent, quand on voit des débats, les personnes se contredisent parce qu'ils ne parlent pas forcément de la même chose. Ce n'est pas la même chose quand on parle d'énergie primaire ou d'énergie finale. L'énergie primaire, c'est l'énergie qui est disponible sous forme de stock sur Terre et qu'on peut utiliser directement, donc qui est exploitable sans transformation. L'énergie finale, c'est l'énergie que va utiliser le consommateur. Donc chez moi, pour vivre, l'énergie que j'utilise. Par exemple, dans l'énergie primaire, il n'y a pas l'électricité. Sur Terre, il n'y a pas de stock d'électricité. L'électricité est en fait une énergie secondaire parce qu'elle va être produite à partir de stocks primaires sur Terre. La grande majorité étant le charbon, comme on le verra après. L'électricité, c'est donc une énergie finale. Et en fonction de ce dont on parle, ça ne veut pas dire la même chose. Et en plus, si en fonction de la manière dont on va la compter, cette énergie, eh bien même les statistiques ne sont pas forcément toujours les mêmes. Il y a 2 méthodes de calcul pour l'énergie finale. Pour l'énergie plutôt d'une manière générale. Il y a la méthode de l'énergie finale. En fait, ce que l'on fait, c'est qu'on convertit tout en tonnes équivalent pétrole. Et donc, par exemple, pour les énergies renouvelables, qui vont être l'hydraulique, le solaire et l'éolien, qui ne servent qu'à faire de l'électricité. Ça veut dire qu'on regarde ce que va produire une éolienne en kilowattheure, puisque c'est de l'électricité, et on le transforme en tonnes équivalent pétrole. Voilà. Ça, c'est la méthode de l'énergie finale. Et donc, quand on regarde la consommation mondiale d'énergie primaire en 2018, eh bien, elle est répartie de cette manière-là. Bon, je ne rentre pas dans le détail des chiffres, on le verra après. Il y a une autre méthode de calcul qui est l'équivalent à la production. Là, ce n'est pas pareil. On dit, voilà, on a une éolienne qui produit un certain nombre de kilowattheures. Eh bien, pour convertir, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, si j'avais voulu produire le même nombre de kilowattheures avec une centrale à charbon, alors il m'aurait fallu un certain nombre de tonnes équivalent pétrole, sachant que le rendement thermique d'une centrale à charbon, il est de 38%. Ça, c'est le rendement d'une machine thermique. On a vu un peu les machines thermiques en cours. Qu'est-ce que c'est le rendement d'une machine thermique? Ça veut dire que vous lui fournissez
une certaine quantité d'énergie sous forme de pétrole, elle brûle, mais ce que l'on peut récupérer à la sortie, ce n'est que 40% de ce que l'on a mis à l'intérieur au départ. C'est le rendement de notre convertisseur. Et donc, la méthode de l'équivalent à la production dit, si mon éolienne, elle produit 1 kWh, si ce kWh, j'avais dû le produire avec une centrale à charbon, ma centrale à charbon ayant un rendement de 38%, il m'aurait fallu beaucoup plus de pétrole, en fait, donc de tonnes équivalent pétrole. Et donc, quand on fait ce calcul-là, on voit qu'en fait, la part des énergies renouvelables augmente. Pourquoi? Parce que leur rendement est meilleur et on tient ici compte des 38%, alors que là, on n'en tient pas compte. Voilà. Donc, avec exactement les mêmes données initiales, eh bien, on n'a pas la même interprétation. C'est quand même important de le savoir, parce qu'en fonction de si on va commenter des chiffres comme ça ou des chiffres comme ça, il faut savoir ce que l'on commente si on parle de méthode d'équivalent à la production ou de méthode à l'énergie finale. Je vous dis ça parce que moi, par la suite, j'ai fait le choix de ne parler que de méthode d'équivalent à la production. Voilà. Donc, à chaque fois, je considérerai, quand je fais ma conversion et quand j'ai fait tous mes calculs pour les conversions, que le rendement d'une machine thermique est de 38%. Voilà. Bien. Alors, on peut parler d'utilisation de l'énergie dans notre monde. Et ici, on parle d'énergie primaire. L'énergie que notre monde moderne utilise pour fonctionner, d'où vient-elle? Cette énergie primaire qui est présente sur Terre et directement exploitable sans transformation. Eh bien, pour faire fonctionner notre monde, à 32%, cette énergie, elle vient du pétrole. Ensuite, à 28%, elle vient du charbon. Ensuite, à 24%, elle vient du gaz. Ensuite, elle vient du nucléaire, et donc c'est très peu. Puis ensuite, ça vient de ce qu'on va appeler les énergies renouvelables, qui sont principalement l'hydroélectricité, et ensuite l'éolien, le solaire et la géothermie. Et ce que l'on peut voir aussi, c'est que chacun de ces types d'énergie a une utilisation particulière. Par exemple, 60% du pétrole est utilisé pour les transports, alors que le charbon, c'est principalement utilisé pour produire de l'électricité dans les centrales à charbon. On ne se déplace plus au charbon. Par contre, on se déplace au pétrole. Le gaz est utilisé pour faire de l'électricité, mais aussi beaucoup pour se chauffer. Et les énergies renouvelables qui sont ici, l'hydroélectricité, l'éolien, le solaire, ce n'est que de l'électricité. Et donc, quand on parle de transition énergétique et qu'on dit que l'on veut supprimer le pétrole, ça veut dire qu'on va devoir supprimer, si on veut supprimer le pétrole, ça veut dire que on va vouloir remplacer quelque chose qui sert exclusivement ou quasi exclusivement à se déplacer par des choses ici qui ne sont pas utilisées actuellement pour se déplacer, mais pour faire de l'électricité. Et l'électricité pour se déplacer, c'est très peu. Et ça, tout le monde ne l'a pas à l'esprit. En fait, l'utilisation des énergies ou des différents stocks d'énergie sont fléchés en fonction de différents secteurs. Et c'est très compliqué de remplacer dans un secteur un stock d'énergie utilisé par un autre stock d'énergie qui n'était pas à la base utilisé pour ça. Et si on fait le distinguo entre énergie qu'on appelle non renouvelable et renouvelable, eh bien, presque 90% de l'énergie primaire mondiale, c'est des combustibles fossiles ou non, puisque le nucléaire, ce n'est pas du combustible fossile, mais on considère que c'est non renouvelable. Pour le moment, dans le mix énergétique, c'est le mot à la mode actuellement, seulement à peu près une dizaine de pourcents sont issus d'énergie renouvelable. Et donc, dans notre transition énergétique, on est à 90-10, il va falloir basculer complètement si on veut le faire. Alors, si on veut le faire, il y a deux raisons de vouloir le faire. La première raison, c'est du pétrole, du charbon et du gaz, il n'y en aura plus. Et donc, s'il n'y en a plus, un jour, il va bien falloir faire autre chose. Mais on peut se dire qu'on va l'utiliser jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Et on a encore, du coup, un peu de marge de manœuvre. Ou alors, la deuxième raison, si on ne veut plus utiliser pétrole, charbon et gaz, bien c'est le climat. Donc, de toute façon, remplacer le pétrole, le charbon et le gaz
il va falloir le faire, soit parce qu'on n'en aura plus un jour, soit parce qu'il fera trop chaud. Mais en tout cas, il faudra le faire. La question est, est-ce qu'on veut que ce soit contraint et le faire quand on sera vraiment obligé, ou est-ce qu'on prépare les choses? En tout cas, est-ce que passer de ça à ça et inverser les proportions va être facile? Non. Et le raisonnement qu'il faut avoir, c'est est-ce que ça va être possible sans changer notre mode de vie? Ça aussi, on y reviendra par la suite. Moi, je ne le pense pas. Et là, c'est une conviction personnelle. On ne pourra pas passer de 90% d'énergie non renouvelable à 90% d'énergie renouvelable sans changer notre mode de vie. Ne serait-ce parce que les énergies renouvelables ne sont pas pilotables. Et donc, allumer notre lumière et notre électricité chez nous quand on veut, si on n'a plus de charbon, ce n'est pas possible. Donc, ça suppose un grand changement dans le fonctionnement de nos sociétés. Ça, c'était l'utilisation de l'énergie aujourd'hui. Maintenant, ce que l'on peut regarder et qui est assez intéressant, c'est l'utilisation mondiale d'énergie primaire entre, on va dire, la révolution industrielle. Alors, l'ère pré-industrielle, c'est avant 1850, ici, on commence à 1900, jusqu'à aujourd'hui. Vous avez en noir le charbon, en rouge le pétrole, le gaz en gris, l'hydroélectrique en bleu, nucléaire et puis ensuite renouvelable. Ce que l'on peut voir, c'est que notre utilisation, et je parle en fait ici d'utilisation et pas de consommation par rapport à ce que je vous disais au départ. Une consommation, ça voudrait dire qu'on la consomme, on détruit cette énergie. Non, on l'utilise et on la déplace et on la change de forme, mais il y en a toujours autant à la faire. Sauf qu'elle n'est pas au même endroit et elle n'est pas sous la même forme. Ce que l'on peut voir, c'est qu'au cours du XXe siècle, l'utilisation énergétique d'énergie mondiale a complètement explosé. Et alors, pour se rendre compte de comment ça a explosé, ce qui est intéressant, c'est de voir par génération. En 1915, c'est l'année de naissance de ma grand-mère. Vous vous en foutez, mais c'est l'année de naissance de ma grand-mère. Et à cette époque-là, le monde utilisait à peu près 1000 mégatep, donc 1 gigatep d'énergie pour fonctionner. Et vous pouvez voir que c'était tout noir, donc c'était quasiment que du charbon. Il n'y avait pas de pétrole à cette époque-là, ou très peu. 1951, c'est l'année de naissance de mon père, et donc une génération plus tard. Et là, on est passé de 1000 à peu près 2000. Et on a vu ici le rouge grandir. Et donc, en l'espace d'une génération, donc en une trentaine d'années, l'utilisation mondiale d'énergie a été multipliée par 2. Puis, moi, je suis né en 1983. Et de mon père à chez moi, quand je suis né, on a multiplié notre consommation, notre utilisation d'énergie par 3. Et on est passé alors d'à peu près 2000, ou un petit peu plus même, à entre 6 et 7000. En 2015 et 2017, c'est mes filles qui sont nées, et on a encore multiplié par 2. Donc, en fait, ce que l'on voit, c'est que depuis une centaine d'années, à chaque génération, le monde multiplie par 2 son utilisation d'énergie primaire. Ça, ce n'est pas une augmentation linéaire. Ça s'appelle une augmentation exponentielle. À peu près. Si c'était linéaire, ici, ça ferait comme ça, là. Hop, et on serait à peu près par ici. Et l'autre chose qui est très intéressante dans ce graphique, c'est que est-ce qu'on voit une couleur qui a remplacé une autre? Jamais. Est-ce qu'à un moment, on voit une des couleurs qui chute? Non, pas du tout. En fait, on voit toutes les couleurs qui grandissent. Et donc, depuis le début de l'ère pré-industrielle, depuis 1850, on n'a jamais consommé autant de charbon, autant de pétrole, autant de gaz, autant d'hydroélectricité, autant de nucléaire que maintenant. Toutes ces formes d'énergie, on ne fait que les augmenter et on ne fait que les superposer les unes aux autres. Pour le moment, il n'y a jamais eu de transition énergétique. Il n'y a eu que des accumulations. Et quand on le regarde de cette manière-là,
Ça veut dire que depuis maintenant près de 200 ans, on accumule, en augmentant. On arrive à un moment où maintenant, il ne faut plus accumuler, il va falloir en supprimer certaines et les faire diminuer. Donc, il va falloir que ça descende. Est-ce que ça va être possible de faire ça sans toucher à notre mode de vie? Je ne le crois pas non plus. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je n'y crois pas trop. Et quand on parle d'énergie renouvelable, donc c'est le vert qui est ici en haut. Et plus le bleu, parce qu'il y a l'hydroélectricité. Alors, un tout petit peu d'économie. Ici, vous avez sur ce graphique, en vert, la variation de la consommation mondiale d'énergie par rapport à l'année précédente. Et donc, de combien on consomme en plus ou en moins d'énergie par rapport à l'année précédente. Et puis, en bleu, la variation du PIB. Et ici, qu'est-ce qu'on peut voir? Je ne sais pas s'il y a une relation de cause à effet, mais en tout cas, il y a une relation. En tout cas, les deux courbes sont corrélées. Ce que l'on peut voir, c'est que quand on consomme plus d'énergie, eh bien, la richesse mondiale, le PIB mondial augmente. Quand on en consomme moins, ça baisse. Et ça, depuis les années 60. Ici, vous voyez, 73-74, on voit le choc pétrolier. Qu'est-ce qui s'est passé? Les pays de l'OPEP ont fermé les vannes. La production de pétrole a chuté. Qu'est-ce qui s'est passé sur le PIB mondial? Il a chuté. Ici, vous voyez le deuxième choc pétrolier. Ici, en 2008-2009, vous voyez la crise des subprimes aux États-Unis. Alors là, c'est l'inverse. Ce qui s'est passé, c'est que l'économie s'est effondrée et la demande en pétrole a chuté. Alors, qui est la cause? Qui est la conséquence? J'en sais rien. En tout cas, quand on regarde les traits qui sont en pointillé ici, qui sont en fait les valeurs moyennes et donc la tendance, ce que l'on peut voir, c'est que depuis les années 70, ce qui est en vert baisse. Et donc, l'augmentation par rapport à l'année précédente de l'utilisation d'énergie baisse. Et ce que l'on voit, c'est que le PIB mondial, donc l'augmentation des richesses mondiales, baisse aussi. Est-ce qu'à un moment, l'une des deux choses va remonter? J'en sais rien. En tout cas, depuis maintenant 50 ans, les deux chutent. Et ça, c'est assez intéressant de le corréler aux décisions politiques qui sont prises actuellement. Par exemple, l'an dernier, en France, il y a eu une réforme sur les retraites. Retraites qui, peut-être, même si c'est dans longtemps, on sera concerné par ça. Et en fait, dans la loi qui a été votée et dans la prévision du financement des retraites en France, on prévoit que la croissance du PIB français soit entre 1 et 2%. Ce qui veut dire que si jamais la croissance du PIB français n'est pas de 1 à 2%, le financement des retraites n'est plus assuré. Or, on voit que le PIB mondial, et donc celui de la France, augmente, mais de moins en moins, et peut-être qu'un jour, il va arriver à zéro. Et si jamais c'est le cas, ça veut dire que les prévisions économiques que l'on fait actuellement ne sont pas forcément bonnes, et peut-être que ceci est lié à la consommation d'énergie. Oui, non, j'en sais rien, mais c'est une possibilité. Ce qui est certain, c'est que, qu'on le veuille ou non, de l'énergie, on en utilisera forcément de moins en moins, pour différentes raisons, qu'on verra par la suite. Donc, monsieur, on consomme moins, mais on produit plus. On consomme moins, Mais on produit plus. on consomme moins, en fait, on consomme de plus en plus d'énergie, mais cette augmentation de la consommation diminue. Je ne sais pas si je suis clair. Par exemple, en 1980, si on regarde la courbe, ouais, c'est un mauvais exemple, mais ici, en 1978, là, la courbe verte, l'utilisation d'énergie par rapport à l'année précédente avait augmenté d'à peu près 3,5%. Donc, on avait consommé en 78
3,5% d'énergie en plus qu'en 77. Par contre, quand on est ici, on consomme toujours plus d'énergie que l'année précédente, mais cette augmentation, elle est plus faible. Tu vois, c'est plus que de 2%. Donc, chaque année, on augmente plus que l'année précédente, mais cette augmentation, elle est de plus en plus faible. Elle est de plus en plus faible, et ça, c'est lié à la consommation de pétrole. C'est parce qu'à un moment, des puits de pétrole, on n'en a plus. Donc, on le verra par la suite. Donc, on produit toujours plus, mais l'augmentation de la production diminue. Je ne sais pas si je suis assez clair. En tout cas, ce que l'on peut voir, c'est qu'il y a une corrélation entre PIB et consommation d'énergie. Est-ce qu'on va continuer à consommer toujours autant d'énergie? Ce n'est pas sûr. Et donc, est-ce que ça va influencer notre production de richesse? C'est possible. Bon, je passe assez vite sur ces graphes ici. Ici, je vous mets en corrélation deux autres choses qui sont l'augmentation de la consommation énergétique. Donc, c'est la même courbe que celle que je vous ai montrée plus haut. Et puis ici, vous avez en bas à gauche l'augmentation de la population mondiale entre l'an 1 et puis 2016. Et ce que l'on peut voir, c'est que sur Terre, la population mondiale, elle a été assez stable pendant 1500 ans. On était en milliards de personnes, à peu près à 500 millions de personnes. Ici, c'était 100 millions. Ça a été très stable. Et puis, à partir des années 1800, boum. Et là, on va vers les 8 milliards. Si on prolongeait l'utilisation d'énergie jusqu'en l'an 1, on verrait qu'en fait, on utilisait, depuis l'an 1 jusqu'en 1800, très peu d'énergie et toujours à peu près de la même manière. Et puis, quand on a augmenté notre utilisation d'énergie, la population mondiale a explosé. Si on fait maintenant des projections sur la richesse mondiale, le PIB mondial, toujours entre l'an 1 et puis maintenant, le PIB mondial, il était très faible pendant 1800 ans, jusqu'en l'année 1800. Puis, la révolution industrielle est arrivée, les machines thermiques, le pétrole, le charbon, on a augmenté notre consommation d'énergie et puis boum, le PIB mondial a augmenté. Est-ce que si on n'avait pas fait ça en énergie, il se serait passé ça en PIB? Franchement, je n'en suis pas sûr. Et si, imaginons, ici la courbe, elle fait ça en consommation énergétique, est-ce que la production de richesse mondiale va continuer à augmenter de cette manière? J'en suis pas sûr non plus. Et imaginons qu'on fasse une courbe sur 4000 ans, alors le PIB, il fait comme ça, ou plutôt la consommation d'énergie fait comme ça, elle monte, mais si à un moment de l'énergie, on n'en a plus, ça va faire comme ça, et puis ensuite, ça va continuer en bas. Le PIB, est-ce qu'il va faire comme ça pendant 4000 ans? J'en suis pas sûr non plus. Voilà. Tout ça pour vous dire que, en fait, notre société, notre mode de fonctionnement, notre mode de vie repose sur une utilisation effrénée de l'énergie. Et que si pour une raison ou pour une autre, cette utilisation d'énergie doit baisser, alors il est possible que notre mode de vie change. Bien. Et là, ça fait 1 heure qu'on est là. Donc, soit je peux continuer un tout petit peu pour parler d'utilisation par habitant. Donc là, je n'en ai pas pour très longtemps. Et puis ensuite, on s'arrêtera. Une autre manière de voir, ça va être l'utilisation mondiale d'énergie primaire par personne. Et en fait, ce que l'on peut voir, c'est que depuis les années 70 à peu près, alors là, on a un peu réaugmenté, mais c'est assez stable. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on regarde l'utilisation mondiale d'énergie, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. Mais en fait, le nombre de personnes sur Terre, il monte, il monte, il monte aussi. Ce qui fait que l'utilisation globale d'énergie mondiale, elle est aussi corrélée au fait qu'on est de plus en plus nombreux sur Terre. Voilà. Parce que quand on regarde la consommation, l'utilisation par habitant, elle est assez stable. En tout cas, elle ne monte pas de manière exponentielle. Donc, c'est aussi parce qu'on est de plus en plus nombreux qu'on a besoin de plus en plus d'énergie. Et d'ailleurs,
cette utilisation d'énergie, elle est très inégalement répartie sur Terre. Ça aussi, je crois que je vous l'avais déjà montré en termes. Ici, vous avez sur ce graphique, ou sur cette carte, sur cette carte, l'utilisation énergétique mondiale par habitant. Alors, c'était en 2010, donc ça a un peu augmenté, mais les ordres de grandeur sont les bons. Et plus c'est foncé, plus ça signifie que dans ce pays, pour vivre, un habitant utilise beaucoup d'énergie. Par exemple, les champions du monde, ce sont les Islandais. Ils utilisent 17 tonnes équivalent pétrole par an et par habitant pour vivre. Les États-Unis, c'est aux alentours de 7. En France, on est aux alentours de 4. Et en Sénégalais, lui, il est aux alentours de 0,3. Donc, en fonction du pays où on vit, eh bien, on va utiliser pour vivre plus ou moins d'énergie. Et donc, il y a de fortes inégalités entre les pays riches et les pays pauvres. Monsieur, Oui. mais pourquoi les Islandais ils consomment autant alors qu'en soi, on nous dit toujours les pays nordiques, ce sont beaucoup de modèles par rapport à plein de choses et justement le niveau écologie et Eh bien, parce que c'est là où il y a une très très forte inégalité entre les pays, une inégalité géographique. En fait, quand on regarde le mix énergétique de l'Islande, sur son énergie primaire, utilise entre 80 et 90%, je crois que c'est aux alentours de 80% d'énergie renouvelable. Et donc, en fait, ils se permettent d'utiliser énormément d'énergie par habitant pour vivre. Mais pourquoi? Parce que 80%, je dis bien 80%, de leur énergie primaire est renouvelable. Alors que dans le graphique que je vous ai montré, dans le monde, on est à 10% en renouvelable et 90% en non renouvelable. Pourquoi? Parce qu'en fait, en Islande, il y a des volcans partout et il y a une très très forte quantité d'énergie géothermique. Déjà, tout est chauffé par géothermie. Donc, on fait des trous dans le sol, on envoie l'eau dans le sol, elle remonte dans les tuyaux, elle est chaude, ça chauffe. Il y a énormément de lacs, de rivières, de montagnes. Donc, il y a énormément d'hydroélectricité. Et les seules énergies fossiles qu'ils utilisent, c'est pour leur voiture, en fait. Et donc, ils sont dans une situation géographique très particulière. C'est la même chose pour la Norvège. En Norvège, il y a énormément d'hydroélectricité. Maintenant, est-ce qu'on va pouvoir demander à un Sénégalais de faire de la géothermie et de l'hydroélectricité? Non. Voilà. Et donc, le problème en plus, c'est que nous sommes tous inégaux en fonction des ressources propres que nous avons sur notre sol. Et on est dépendant, alors, si jamais on a peu de ressources sur notre sol, on est dépendant des gens qui nous entourent. L'Islande, c'est quelque chose de très, très particulier par rapport au reste du monde. Mais après, en Islande, ils peuvent faire ça parce qu'il n'y a pas énormément d'habitants. Et il n'y a pas beaucoup d'habitants, effectivement. La Ouais. densité de population est beaucoup plus faible aussi, c'est vrai. Mais bon, c'est surtout la géographie du pays qui fait qu'ils ont cette possibilité-là. Donc, puisqu'ils n'ont que de toute façon que du renouvelable, sur leur empreinte carbone, c'est rien. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que le monde utilise actuellement à peu près 14 gigatep pour vivre et pour fonctionner par an. Imaginons que si on voulait que tout le monde entier vive comme des Français, eh bien, à peu près 7 milliards de personnes, 3,7 TEP, ça veut dire que pour fonctionner, le monde devrait utiliser à peu près 28 gigatep. Donc, si dès demain, on dit le monde entier doit vivre comme des Français, il faut doubler dès demain notre utilisation mondiale énergétique. Voilà. Est-ce que c'est viable? Est-ce qu'un jour, tout le monde entier va pouvoir adopter le mode de vie d'un Français? J'en suis pas sûr. Surtout que ce n'est pas parce qu'on consomme plus qu'on est, on va dire, plus développé. Il existe une donnée qui s'appelle l'indice de développement humain, qui en fait mesure l'espérance de vie, le niveau d'éducation, le niveau de vie des habitants en général, 0 étant très mauvais, 1 étant la note maximale. Et on considère qu'un IDH correct est de 0,8. On voit alors que dans les pays où, ici, en ordonnée, on a la consommation d'énergie par habitant, et puis en abscisse, bien, cet IDH. Je vais vous parler. Plus on est en bas à gauche en consommation d'énergie, donc ça veut dire que moins on utilise d'énergie, plus l'IDH est faible.
C'est-à-dire qu'à un moment, quand on n'a pas assez d'énergie pour vivre correctement, pour manger, pour se chauffer, pour vivre, alors on a un niveau de vie qui est très faible. Maintenant, très rapidement, plus on va consommer, plus notre niveau de vie augmente. Mais si on considère que 0,8 c'est bien, on peut voir que la grande majorité de 0,8, des pays qui sont à 0,8, consomment à peu près 2 TEP par an. Voilà. Et au bout d'un moment, on a beau consommer toujours de plus en plus, ça ne change rien sur le fait que notre niveau de vie soit bon ou pas. Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est que est-ce que consommer toujours plus fait que notre niveau de vie, notre éducation, notre espérance de vie va augmenter à l'infini? Non. Peut-être qu'à un moment, on peut peut-être se restreindre et puis partager un peu. Comme ça, tout le monde se vivra un petit peu mieux. Et puis, nous qui vivons bien, on ne vivra pas forcément plus mal avec 2 gigatep, avec 2 TEP par habitant et par an qu'avec 4. Voilà. Mais ça, ce sont des choix de société auxquels il faut réfléchir. Voilà, donc je peux peut-être arrêter là pour ce soir, puisqu'ensuite on parlera, alors ça c'est très intéressant, hein, d'efficacité énergétique et notamment d'effet rebond. Et je pourrais vous expliquer de quelle manière l'effet rebond, d'un point de vue énergétique, fait que moi je regarde beaucoup de séries et que vous écoutez toute la journée Aya Nakamura, alors que c'est vraiment pas bon du tout. Voilà. Mais peut-être qu'on peut s'arrêter là pour ce soir et on continuera sur cette partie-là la semaine prochaine pour ceux qui seront présents, à moins que certains aient des questions sur ce que je viens de dire. Et si vous voulez que je continue pour la semaine prochaine. C'est bon? Ce soir? Oui, merci. Au revoir. Oui. Eh bien, merci d'avoir suivi. Et j'espère que vous serez là la semaine prochaine si ceci vous a intéressé. Oui. Bonne soirée. À la Merci semaine beaucoup. prochaine. Bonne soirée. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Et à demain ou à vendredi.